J'aimerais bien qu'on puisse discuter un petit peu de, que ce soit dans l'image, dans le son, dans le texte, quels sont un peu quel est le, comment on dit, le state of the art, quels sont les trucs les plus cool qu'on peut trouver en ce moment, que tu nous expliques un peu tout ça. Le truc que je suis le plus, c'est OpenAI. Ouais. OpenAI, c'est une institution qui a été fondée en grande partie par Elon Musk, Ouais. qui travaille justement sur des sujets d'intelligence artificielle assez avancés. Il y a aussi de l'autre côté, il y a DeepMind de Ouais. Google. C'est eux qui ont fait AlphaGo et tout. Exactement, qui ont fait AlphaGo, qui ont fait AlphaStar aussi, StarCraft. Et là, Attends, AlphaStar, c'est AlphaStar, attends, tu connais pas là, tu me le dis, mais du coup, je devine, mais... AlphaStar, c'est en fait une intelligence artificielle qui a été faite par DeepMind et qui a battu les meilleurs joueurs au monde de StarCraft. Incroyable. Franchement, AlphaStar, moi j'ai Trop lu le papier stylé. de recherche, c'est incroyable. Mais alors, comment c'est possible? Parce que c'est parce que je connais pas très bien StarCraft, du coup, mais la carte change pas, et du coup, ça doit rendre le truc possible, je pense. Parce que si tu essaies de le transposer à des jeux un peu équivalents, genre, je veux dire, je vais me faire insulter là, mais Age of Empires, par exemple, tu vois? Tu connais Age of Empires? Ouais, tout à fait. Ça n'existe pas, ça, sur Age of. Les meilleures IA, elles se font défoncer par les meilleurs joueurs, tu vois. Parce qu'en Qu'est-ce fait, qui fait que entre un jeu comme StarCraft et un jeu comme Age of Empires, tu peux d'un côté avoir des IA hyper fortes et de l'autre des IA qui se font défoncer? en fait, j'avais fait une vidéo justement de l'IA dans les jeux vidéo. Ouais. En fait, quand on parle d'intelligence artificielle dans les jeux vidéo, c'est pas du tout la même chose que quand on parle d'intelligence artificielle dans le domaine de Ouais. l'intelligence artificielle. Les intelligences artificielles dans les jeux vidéo, en fait, ça va être souvent des règles que tu vas encoder sur du Unity, etc. Ouais. S'il fait ça, alors tu fais ça, etc. La preuve, il y a eu comment s'appelle le jeu de baston là? De Street Fighter. Il y a eu un Mortal Kombat, je crois, en 1995, où ils ont entraîné genre un vrai modèle d'intelligence artificielle. Et en fait, le jeu, il était injouable. Attends, en 95, Ouais, un truc comme ça, je crois. il y avait des modèles Mais c'était de pas. deep learning en 95. Mais non, justement. Oui. C'est pas. C'est du Attends, deep learning? quoi C'était du machine learning ou du deep learning. Ah ouais, je d'accord. sais pas. Ah, mais, déjà. mais en tout cas, il y avait des modèles. Ouais. Oui, il y avait des modèles, tout à fait. Putain. Attends, mais les premiers trucs d'apprentissage renforcé et tout, ça date de quand? C'était des années 80. C'est juste. Non, mais après, c'est rentré dans le grand Après, public. Le Et... CNN, c'est Yann Lequin en 92, 91. Ah ouais, j'étais pas du tout au courant, mec. Mais les premiers, l'intelligence artificielle, si on fait rapidement l'intelligence artificielle. Ah L'intelligence ouais. artificielle, depuis l'Antiquité, tu as le rêve de faire des robots. Tu vois. Ouais. Et après, dans les années 50, tu as eu la cybernétique. Ouais. Tu as eu notamment dans les années 60 un scientifique qui s'appelle MacArthur qui a énoncé pour la première fois le mot intelligence artificielle. Et après, tu as eu beaucoup d'investissements, notamment de l'armée, dans l'intelligence. Qu'est-ce qui fait que, comme Hardisk et peut-être beaucoup de gens, on a l'impression que ça fait 10 ans que ça existe et que tout le monde, entre guillemets, a ce mot-là C'est dans les normal. oreilles C'est que normal. depuis maintenant? C'est normal parce qu'en fait, il y a deux choses extrêmement importantes qui fait qu'aujourd'hui, on est là, on parle d'IA. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, la tablette que tu as là, eh ben, cette tablette-là, dans les années 50, 60, il n'y avait pas déjà cette puissance de calcul. Et le peu que tu pouvais t'en rapprocher, ça prenait genre l'espace de 3 fois la pièce ici. Donc en fait, tu as forcément la loi de Moore, etc., qui fait qu'aujourd'hui, les processeurs sont de plus en plus petits et donc tu as de plus en plus de puissance de calcul. Ouais. Donc ça a démocratisé en fait l'intelligence artificielle. Et il y a la bulle Internet, c'est-à-dire tu as les données. Tu as les données que tu produis aujourd'hui. Tu produis énormément de données. Et on n'a pas fini de produire des données. La courbe, elle est exponentielle sur la production de données. Et en fait, du coup, ces deux choses assemblées font qu'aujourd'hui, tu peux appliquer des méthodes d'IA de manière quotidienne, quoi. Moi, c'est mon métier, je le fais tous les jours. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, peut-être pour les gens qui ne sont pas forcément initiés au fonctionnement de l'IA moderne, qu'est-ce qui fait que les données, c'est si important dans les intelligences artificielles qu'on utilise ces derniers temps? Avant, en fait, tu avais une conception où tu avais un problème, tu donnais un système de règles et tu avais le résultat. Ouais. Et en fait, avec le machine learning, tu as un problème, tu donnes les résultats passés et ça va en déduire les règles. Ok. Tu vois? Je sais. Et en fait, cette manière de faire, cette manière de fonctionner, fait que tu peux potentiellement résoudre beaucoup de problèmes. Je te donne un exemple très simple. Parce que du coup, j'imagine, pardon, je te coupe, mais j'imagine que tu as des problèmes. T'as des problèmes où les règles, on les connaît déjà. Elles sont simples, on est capable de l'écrire sur un papier. Voilà, pour effectuer telle recette des cuisines, il faut tel et tel ingrédient, les mélanger de telle façon, on obtient tel résultat, tel gâteau. Ouais. Et t'en as certains où c'est peut-être où on voit des gâteaux dans la nature, mais on sait pas trop comment les faire. Exactement. Et c'est là où du coup l'intelligence artificielle moderne peut avoir une utilité. L'exemple ultra simple, c'est qu'aujourd'hui, il n'existait pas d'équation générale pour décrire un chat. C'est-à-dire que la seule manière que tu as pour décrire un chat, c'est de lui montrer toutes les images de chat possibles que tu as. Ouais. Et c'est lui qui va essayer de comprendre et de construire sa représentation d'un chat la plus exhaustive possible. Tu vois, mais par exemple, si tu veux détecter une moto, tu vois, tu pourrais lui dire, OK, c'est un truc si ça a 2 pneus, un guidon, etc. Mais en fait, tu ça mets se la trouve- moto de face, c'est fini. Ouais. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, tu vas déduire les règles de l'équation du chat, tu vois. D'accord. Et tu vas pas lui dire, OK, un chat, ça ressemble à ça, quoi. Ok.
Est-ce que tu peux expliquer un peu visuellement comment ça marche à l'intérieur? On parlait du côté black box un peu en antenne. Je vais faire un résumé hyper simple, mais un algorithme Je te juge, là. standard Je te juge, avec mes compétences de j'ai bidouillé 2 fois en Python. C'est genre tu vas faire ça, s'il se passe ça, tu vas faire ça, alors tu vas faire ça. Ouais. Et l'IA, il y a un côté un peu comment ça fonctionne un réseau de neurones fondamentalement parce que Attends, déjà tu viens de dire réseau de neurones, mais du coup ça va rentrer dans la réponse. Ouais, en fait, j'arrive pas à me visualiser par rapport à ce que ça, je pense que comment ça fonctionne. Je pense que le grand public, la logique. Tu lui dis algorithme au programme, tout le monde a déjà fait en première ou en terminale, je pense que ça doit être au programme. Tout le monde voit une suite d'instructions. Ouais. Ça, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est good. Sur l'IA, c'est pas ça du coup. Non, c'est pas ça du tout. En fait, on discerne déjà 2 grands types de familles d'algorithmes, on va dire, on va appeler ça comme ça. Tu vas avoir les algorithmes qui fonctionnent suivant des bases un peu heuristiques, un peu probabilistes, un peu statistiques, comme du random forest, tu vois, c'est-à-dire qui va essayer de splitter, en fait, des arbres de décision, qui va essayer de splitter à chaque fois suivant des critères pour réussir à prédire un critère. Donc ça, c'est des heuristiques, quoi. C'est un algorithme. Et en fait, tu vas avoir ce qu'on appelle l'apprentissage profond, qui est le deep learning. Donc ça, la première partie, on l'appelle souvent machine learning, mais moi je préfère dire que le deep learning, c'est aussi un truc du machine learning. Ouais. C'est juste une autre branche. Et en fait, l'apprentissage profond, c'est grosso modo, tu vas utiliser ce qu'on appelle des réseaux de neurones, d'accord? Et en fait, tu vas lui donner beaucoup de données. Et c'est lui, en fait, qui va commencer à comprendre les corrélations entre chaque neurone. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en entrée, chaque neurone va potentiellement être un feature. Tu vois, donc par exemple, si tu prends l'exemple du chat, une image de chat, chaque neurone va être un pixel de l'image. D'accord. Et en fait, lui, il va essayer de trouver les corrélations entre images qui font sur plusieurs dizaines de milliers d'images, plusieurs millions d'images. C'est les itérations que tu vois. Okay. Exactement. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, par exemple, dans le cas de ce qu'on appelle les CNN, les Convolutional Neural Network, les réseaux de neurones à convolution, et ben en fait, voilà, là à l'image, on voit par exemple des filtres de convolution. C'est-à-dire qu'en fait, on va construire, en fait, un filtre qui va être très étrange. Qui va être typiquement une image, un type d'image. Et en fait, le but je vais pas faire un cours de maths, mais en fait, c'est ce qu'on appelle des fonctions de convolution. Par exemple, ce qu'on dit très très rapidement, mais vous pourrez regarder sur Internet, mais on dit que la convolution, par exemple, de 2 signaux carrés, c'est un triangle. D'accord. Alors là, il faut s'imaginer un peu. Pardon. La convolution de 2 signaux carrés, oui. C'est un triangle. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas avoir genre 2 signaux qui vont être comme ça, d'accord. Et là, tu vas les faire passer. D'accord. Et tu vas regarder. Oui, okay, et là, genre, leur taux de corrélation entre les deux, il va être au milieu. Tu vas dire, OK, là, c'est 0,1. Là, c'est 0,5. Là, c'est 1. Et après, ça redescend. 0,5, 0,2. Et en fait, ça va faire un truc comme ça. Ok. Tu vois, et ça, c'est ce qu'on appelle un fil de convolution. Bref. En fait, peut-être si on peut donner une image simple, c'est comme si tu passais un calque au-dessus d'une image, quoi, et tu regardes si ton calque il colle à peu près à certains. Et pour construire ce calque, tu peux t'amuser à le faire à la main, ou tu peux t'amuser à le faire dans des CNN. Et en fait, c'est ce calque-là que tu vas venir passer à la main et que tu vas venir regarder s'il y a ces représentations qui sont dans l'image. La façon dont tu l'expliques, c'est très clair et très logique. Mais du coup, qu'est-ce qui explique qu'on a parfois des outputs qui sont très bizarres? Ou genre, il déduit complètement quelque chose de complètement différent à ce qu'on pensait qu'il allait déduire, ou tu vois. Il y a eu des cas comme ça, notamment, il y a eu un cas d'un robot de ML qui a été entraîné pour reconnaître des pâtisseries et qui en fait s'est retrouvé à être très fort à détecter des cas de cancer. Incroyable. Des trucs comme ça chelous et c'est... Ouais, c'est incroyable. C'est les données d'entraînement très souvent qui ne représentent pas la réalité suffisante. Ok. Donc c'est vraiment ton dataset en entrée qui est le clé. Le dataset, c'est le plus important. La data dans l'intelligence artificielle, c'est le plus important. Ok. Pour reboucler sur ce dont on parlait sur les jeux vidéo, c'est quoi en gros la principale différence entre 2 jeux différents, comme on parlait de StarCraft ou d'un Age of Empires et d'un jeu random par exemple. En fait, le but, c'est pas de faire de la vraie intelligence artificielle quand tu fais des jeux vidéo, parce que sinon c'est injouable. Genre vraiment, tu peux pas battre la machine. D'accord. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, mais sur AlphaStar, si vous regardez le papier de recherche, en fait, ils vous montrent qu'ils ont dû ajouter des latences à la machine pour simuler un vrai humain. Ok. Ah, c'est ouf. Parce que sinon, elle plate couture. Personne ne pourrait battre AlphaStar. Personne ne pourrait battre AlphaStar. Si on simule alors pas. Alors que AlphaStar n'a pas les infos de la partie qu'un joueur normal n'aurait pas. C'est-à-dire elle peut pas voir dans l'obscurité. Il n'y a pas de position des ennemis qu'il ne pourrait pas voir normalement. Il n'y a pas de cheat, tu vois. C'est purement les données qu'un autre joueur aurait pu avoir aussi. Ouais, c'est ça. Mais ça, parce que c'est automatique. Mais ça, je crois pas que ce soit le cas, tu vois, typiquement sur Age of. Peut-être qu'il y a certains jeux où le fait qu'il y ait de l'aléatoire, je crois que dans Age of Empires, toutes les cartes sont générées aléatoirement, par exemple. Donc il y a peut-être que ça participe, j'en sais rien, je fais des hypothèses, mais ça participe au fait que ce soit du coup plus dur. Parce que le but de toute intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle de généraliser. C'est-à-dire qu'il faut que tu entraînes ton modèle pour qu'il soit suffisamment accurate in the wild, on dit, tu vois, accurate dans la savane, quoi. Tu vois, dans des trucs qu'il connaît pas. Et en fait, s'il arrive à faire ça, c'est qu'il a bien généralisé. En gros, si tu lui as montré
10 photos de chats, il faut qu'il soit capable de voir un chat qu'il n'a jamais vu. Exactement. Et de pouvoir en déduire Exactement. Que c'est un chat. Exactement. Sinon, on dit qu'il a overfité sur le dataset. Il a trop appris sur le dataset. Ok. Tu vois. Oui, non, mais en fait, c'est exactement comme si en fait tu fais réviser des trucs à ta petite sœur, genre, je sais pas moi, des trucs de calcul. Ouais. Et en fait, elle va apprendre que les trucs de calcul qui sont. Tu vois, donc si tu lui ouais, dis elle va 5 apprendre plus 3, par cœur les résultats. exactement, En fait. si tu lui dis 5 plus 3, 8. Mais en fait, si tu lui dis 5 plus 2, je sais pas, je l'ai jamais vu. Ça, c'est l'overfit. D'accord. Ah, c'est une super analogie. Le premier truc ultra flippant du coup en ML, c'est pour les éditeurs de jeux vidéo. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on parlait de bots de jeux vidéo dans un épisode précédent. Mais j'avais vu une vidéo passer d'un gars qui avait appris à traîner un modèle à jouer à League of Legends. Sauf que va détecter, quand tu es éditeur de jeux vidéo, un cheat qui est en fait un ML qui joue. C'est impossible. C'est chaud. Mais tu as aussi des trucs sur Call of où en mode il détecte où est la personne et il vise automatiquement aussi. Ouais, mais t'as pas forcément besoin de training renforcé. Bah, tu peux faire du computer vision pour ça. Ouais. De la vision par ordinateur, il va détecter. Je pense qu'ils se font vraiment moins chier et que juste c'est un pixelbot de ouais, ouf. Ouais, tu peux aussi. Ouais. Je pense qu'il hook la position, la fonction de l'ennemi. Je pense que ça doit fonctionner comme ça. Dans l'image, tu parlais de OpenAI. Du coup, ça, c'est une entreprise, donc tu disais que c'est poussé par Elon. Est-ce qu'il y a des trucs qu'ils ont sortis qui te paraissaient intéressants à voir? J'adore, il dit Elon. Comme Elon. Le frérot. Le frère. Non, mais c'est le. Elon. C'est On salue, bien sûr. Et voilà, on accueille le nouvel invité. Dogecoin ou pas, finalement? Mais là, tu vois, typiquement, ça, ce qu'on voit, c'est des filtres construits par les réseaux de neurones d'OpenAI, typiquement. Et en fait, si on regarde l'article de recherche, tu vas avoir par exemple, et ça, c'est incroyable, ils ont découvert ce qu'on appelle des neurones multimodaux, c'est-à-dire, en fait, tu as des conceptions. Et là, voilà, on voit toutes les images qui ont servi à l'entraînement, quoi. D'accord. Et en fait, tu as des conceptions qui arrivent à être créées ou devinées, entre guillemets, par l'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est un papier d'OpenAI. Si par exemple, on va sur l'article en lui-même, tu vas voir en fait les sommes. Par exemple, pour décrire, non, c'est pas celui-là, c'est un autre du site, mais c'est pas très très grave. Mais en fait, tu vas voir que par exemple, pour décrire un piggy bank, donc comment on dit, un cochon tirelire. Un tirelire, ouais. Putain, je fais vraiment le mec qui parle. Comment on vous dit que les Français déjà Non, on s'excuse vraiment. Qu'est-ce que tu dis? On s'excuse pour les anglicismes. C'est vrai que c'est un milieu qui est quand même très très anglophone, j'ai l'impression. Donc c'est dur de. Je comprends que ce soit dur de. On dit chiffré, Micode. Non mais je comprends que ce soit dur de faire l'exercice en vrai. Et donc du coup, on si te pardonne. Ton cochon tirelire, ça va être la somme de l'animal et d'un truc de finance. Tu vois là, par exemple, le surprised, ça va être la somme de quelqu'un qui célèbre ou un câlin, de quelqu'un de choqué et d'un sourire. C'est fascinant. Et en c'est fait, ça, incroyable. on lui a pas dit. Tu vois, c'est ce que je te dis quand tu décris les règles. C'est lui qui C'est-à-dire trouve les que règles. en gros, tu lui donnes un concept humain, quoi. C'est lui qui trouve. Oui. Non mais en entrée, je veux dire. Tu lui donnes que des données. Tu lui dis rien. Le produit fini, c'est que là, tu lui donnes surprise. Ah oui. Donc tu lui dis la surprise. Et lui, il est capable, avec toutes les données qu'il a mangées, il est capable de te décortiquer le concept humain pour en tirer plusieurs autres concepts. Calque, quoi, genre. Quand une IA commence à arriver à être performante sur des sujets qui nous paraissent complexes, c'est là où ça devient complètement... C'est ce qui est marqué dans le sous-titre là, de l'URL sur OpenAI. C'est... Oh ouais, je transpire. Ils disent comprendre le monde. Ouais. Tu vois, comprendre... C'est fou de dire ça. Ça va loin, ouais. Comprendre le monde, tu vois. Toi, tu comprends le monde, toi, tu comprends le monde. Moi, je comprends pas le monde. Je sais pas forcément si j'ai envie qu'OpenAI comprenne le monde. Non, mais tu vois. Est-ce qu'on a envie qu'OpenAI comprenne le monde? C'est même pas une blague. Je suis pas sûr que j'ai envie qu'ils comprennent le monde, en fait. Vraiment. Parce que je pense que tout comme ils jouent mieux que nous à StarCraft, ils font mieux la guerre que nous. Ah, mais ça, après, ça y est, Matrix. Ça, c'est on la... y est. Non, mais on est... Il y a le point Godwin, je vais inventer le point Matrix. C'est à un moment donné, quand on parle d'intelligence artificielle, on arrive à Terminator. Mais gros, attends... Non, on revient sur l'éthique juste après, pour finir sur ce qu'on voit en images, etc. Tu as parlé de la sécurité aussi des reconnaissances d'images, puisque je pense que chaque personne qui regarde cette émission sait peut-être que l'intelligence artificielle de reconnaissance d'images peut être utilisée pour la reconnaissance faciale. Ouais, tout à fait. Que c'est plus de la science-fiction, c'est en train d'arriver à certains endroits. En Chine, bien entendu. Je crois qu'il y a eu des tests à Nice ou je sais plus dans quelle ville de France. Donc c'est un sujet intéressant, notamment au niveau de la sécurité, parce que si on commence à utiliser ces technologies-là dans des choses critiques, c'est intéressant de se demander est-ce que c'est fiable, est-ce qu'il y a des faux positifs, etc. Tu t'intéresses au sujet. Ouais. Qu'est-ce que tu as découvert sur la partie sécurité de la reconnaissance faciale, par exemple?
nous ne sommes pas en sécurité, je pars d'ici parce que j'ai peur. Non, en fait, tu peux effectivement, on va dire, hacker des intelligences artificielles. C'est-à-dire, par définition de hacker, j'entends leur faire des choses pour lesquelles elles n'ont pas été programmées pour le faire. Bon, c'est un peu la définition de l'IA, mais en fait, les duper. J'avoue. Les duper, Ok. tu vois, les duper. C'est-à-dire que dans la vidéo, je montre ça là, ce truc, tu vois, typiquement, ça là, tu vois, si je le mets comme ça, et que tu mets un des systèmes de reconnaissance faciale les plus utilisés au monde, tu vois, qui est le Arc Cascade, Ouais. et ben en fait, il va venir. Non, je l'ai mis à l'envers, mais en fait, vous allez voir, c'est assez gaulerie. C'est-à-dire que là, bon, le scotch il tient pas de ouf, mais c'est-à-dire que là, en fait, si vous regardez bien, vous allez avoir les formes d'un visage, Exact. d'un humain, tu vois, Ouais. là, avec les traits, etc. Et en fait, ça me fait des oreilles d'elfe. Je vais enlever, voilà ça. Et en fait, ça permet, voilà, de te faire toujours détecter un visage, mais qui sera inconnu. Il voit les traits d'un humain. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle des arc cascades, des détections par arc cascade. Tu as deux types de détection de reconnaissance d'image. Ouais. Mais en fait, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de trouver les formes d'un visage et donc venir coller, en fait, grosso modo, des features de corrélation à mon visage et à ceux qu'il connaît. Et il va dire, OK, ce visage se rapproche de ceux qu'il connaît. Ah oui, du Donc, coup, et le on fait, fait qu'il voit un visage sur ton visage, si t'as 15 Ça me fait penser à une nana, je sais plus où c'était, dans je ne sais quel pays asiatique, qui avait inventé des formes pareilles de maquillage pour duper les caméras de reconnaissance faciale. Mais ça, c'est une autre technique encore. Ouais. Ça, c'est une autre technique. C'est plus du deep learning à base de classification, d'apprentissage, etc. Parce qu'en fait, à la même instar que tu vois les filtres qu'on a vus, Ouais. parfois, c'est des trucs que tu comprends un peu, mais c'est des trucs pas très humains, quoi. Tu vois. Et ben en fait, tu pourrais essayer de reproduire des formes de ces filtres pour te faire passer pour un abricot, quoi. C'est-à-dire que si tu mets ici un filtre d'abricot, la même image que lui, il a, mais là, et ben en fait, quand il va passer le filtre qu'on a dit comme le calque, Ouais. ben il va reconnaître que tu es un abricot, quoi. Tu t'as toujours rêvé Et d'être donc, un abricot, tu- non Moi, Là, oui. je suis Et donc, avec tu toi. pourrais faire. Ah bah tiens, Ah, il l'a c'est trouvé, voilà, bah, Voilà, c'est elle. ça, ouais. Et ben en fait, Euh, tu vois, c'est un peu chelou, il y a un côté un peu Mirror's Edge, tu vois. Mais, très, mais ça marche. Ça fait très cyberpunk. De ouf, mec. Ouais, c'est ça. Et ça lui Euh, permet de pas donc- se faire reconnaître. Ouais. Donc en fait, là, non seulement elle se fait pas reconnaître, mais si j'ai bien compris, elle peut être détectée comme autre chose qu'un humain. Tu peux, ouais, tout à fait. Tu peux, tout à fait. Après, le truc aussi, il y a un des réseaux de neurones qui existe, qui est le plus populaire, qui s'appelle YOLO. Ouais. YOLO. Et, Génial. et YOLO, en fait, dans les versions de YOLO, la version 2, etc., tu avais des mecs qui mettaient un truc là, tu vois, sur leur ventre, Ouais. et qui était indétectable comme personne. Mais après, les versions suivantes, bah, ils ont fixé ça. Ah oui, donc là c'était appliqué à un panneau. Ouais, là, c'est un panneau stop, et en fait, tu ne vois plus le panneau stop. Et ben ça, pareil Si tu veux aussi. faire cracher une Tesla, Ça a été fixé. Ça a été fixé, tu vois. Et en fait, ils ont réussi à montrer qu'on pouvait faire reconnaître un panneau stop comme un panneau vitesse limitée à 45. Incroyable. Oui, donc ça, pourquoi c'est important? C'est très important. Non, mais c'est important de le rappeler parce que comment fonctionnent les voitures autonomes, ce serait pas si évident si on avait des routes qui étaient adaptées aux voitures autonomes. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Les voitures autonomes, elles fonctionnent en utilisant les mêmes signes que nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de truc peut-être dans la route que les voitures pourraient détecter. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de startups qui travaillent en mappant de manière, on va dire, digitale la vraie signalisation. Comme ça, au moins, Il y a l'ordinateur la version officielle. a la version officielle. D'accord. Exactement. Après, il faut savoir que les voitures autonomes, ça fonctionne pas que sur des caméras. Oui, Ça fonctionne il y a sur plein des d'autres lidars, capteurs. Ouais. plein d'autres capteurs. Mais du coup, c'est le fait que les voitures autonomes utilisent les mêmes données visuelles que nous, à savoir des panneaux stop, des feux, etc., fait que ce genre de truc est hyper stressant. Bah, c'est hyper stressant parce que l'intelligence artificielle est censée, entre guillemets, nous reproduire. On a tous déjà eu dans la rue une fois un mec, on a fait « Putain, je le connais, lui. Ah non, c'est pas lui. Non, je me suis trompé. Excusez-moi, monsieur. Ah non, je me suis trompé. » Et ben en fait, tu vois ce niveau de flou Ouais. qu'on peut avoir, et ben l'IA peut aussi très bien l'avoir. C'est-à-dire qu'une Après, le voiture danger- pourrait avoir ce rapport-là avec un feu rouge. Exactement. Et le danger, c'est à quel point tu vas donner la liberté à la voiture de faire ça. Ouais. Enfin, à l'intelligence artificielle, fou son parce que- autonomie de décision. Quoi. Et ça veut dire que du coup, sur l'environnement autour de la voiture autonome, faut lui apprendre à ne pas truster par défaut les indices qu'elle voit en fait. C'est possible. Ouais. Tu vois, genre faut qu'elle remette en question les indices. Faut qu'elle Ouais, fasse- c'est possible. Je vois dans le chat, Cypro qui demande, il n'y a pas des histoires où, avec un seul pixel, tu pouvais faire planter une IA. Je sais pas si ça te parle. mais- Alors, il y a alors, plus qu'un seul pixel. Alors, tu peux. Ah, il y a effectivement, peut-être qu'il parle du théoriquement, bruit. Et c'est exactement ça, c'est le bruit. Je te lance. Tu vois, on est un binôme, un trinôme. C'est le bruit, et en fait, tu peux appliquer des bruits aux images, vu qu'en fait, parfois, les réseaux de neurones, ils vont aller au pixel près. Ouais. Donc, c'est des choses que nous, par exemple, tu vas modifier l'indice d'un pixel, tu vas le faire passer le blanc, ou bref, tu vas le faire passer de 255 à 250, tu vois, exactement. Et en fait, pour nous, ça va toujours être, par exemple, un gibbon. Ça va toujours être un panda. Ouais, non. ça On a des lunettes. Ouais, des ça- lunettes pour. Ça va toujours être un panda pour nous à droite, mais en fait, le réseau de neurones à droite, il le classifie comme un panda à 57%. Et là, on le voit pas parce que je suis sur l'image, mais en fait, si tu ajoutes ce bruit, il va le classifier comme un gibbon à plus de 90%. D'accord. Et ça, c'est le danger.
Ok, alors, juste pour qu'on... C'est le danger, parce que c'est pas du tout un gibbon, quoi. On est vraiment dans... Non, mais non, le vrai danger, c'est qu'il va C'est donner... l'apocalypse, d'accord? Non, le vrai danger, c'est qu'il va prédire avec une meilleure accuracy le faux du vrai. Et c'est rassurant dans un sens de se dire qu'on a encore un peu le contrôle pour l'instant, quoi. Ce qui est perturbant, c'est que nous, à droite, là, on n'a pas l'impression que quoi que ce soit ait changé, quoi. Exactement. Alors qu'en fait, si. Exactement. Si tu zoomes au pixel près, tu vas avoir des modifications sur les couleurs, tu vas avoir des modifications sur les formes, etc. Mais qui sont en fait, hyper ténues, en fait. Exactement. Et en fait, c'est ça que le réseau de neurones va trouver pour déduire que c'est un gibbon. Parce que lui, il va prendre pixel par pixel, alors que nous, et ça, c'est ce qu'on arrive au principe hyper important en intelligence artificielle, c'est que nous, on a du sens commun. C'est-à-dire que nous, on est capable, sur un truc global, de comprendre quelque chose. Ouais. Alors que lui, l'intelligence artificielle, pourquoi je le personnalise? Le modèle d'intelligence artificielle, le frérot, il va y aller un par un, tu vois, et il va essayer d'en déduire un truc global en partant d'une infinité d'informations. Et ça, c'est pas du sens commun, entre guillemets. Ce qui est impressionnant, c'est qu'aucun humain, d'ailleurs, à ce jour, ne sait reconnaître un gibbon. Tu disais que du coup, les IA n'ont pas de sens commun, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas prendre du recul et regarder une situation dans sa globalité. Est-ce que c'est un truc qui arrive? Est-ce qu'il y a des nouvelles techs intéressantes à ce niveau-là? En fait, ouais, le truc important à comprendre, moi j'aime beaucoup la phrase de Yann Lequin, qui est directeur de la recherche chez Facebook, qui dit qu'aujourd'hui, les meilleures intelligences artificielles qu'on a ont moins de sens commun qu'un rat. Quand on revoit les trucs d'OpenAI tout à l'heure, on peut se dire quand même, on commence à se rapprocher d'une compréhension globale du monde. Ouais. Tu vois, avec des sous-connaissances qui vont nous permettre d'avoir des connaissances plus élevées, etc. En fait, le sens commun, pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est qu'aujourd'hui, pour faire apprendre une girafe à un enfant, tu lui montres 3-4 photos de girafe, il sait c'est quoi une girafe. Une intelligence artificielle, tu vas devoir lui montrer 100 000 images. Premier. Et la deuxième définition, entre guillemets, d'un sens commun, et pourquoi est-ce que c'est compliqué, si tu lui fais apprendre à détecter un loup, tu lui donnes 100 000 images de loup. Et là, tu lui dis, tu sais apprendre à détecter un loup, maintenant je veux que tu apprennes à détecter un husky. Loup, husky, potentiellement pareil, ça se ressemble. 4 pattes, ils ont peut-être un ancêtre commun, etc. Et ben, le sens commun voudrait que tu aies besoin de moins d'images pour lui faire apprendre que c'est un husky. Et en fait, non. Mais en fait, non. Tu vas quand même devoir lui donner 100 000 images de husky. Ah, donc il est, en fait, il est capable de généraliser un concept sur un truc précis, mais il n'est pas capable de généraliser sa généralisation Exactement. à d'autres choses. C'est pour ça qu'on veut se rapprocher le plus possible d'une intelligence générale. Une intelligence générale, c'est ce que met OpenAI en gros sur son site, c'est essayer de mettre une intelligence artificielle qui réussirait à comprendre le monde de mieux en mieux petit à petit. C'est-à-dire, imagine, tu la mets sur Wikipédia, et ben en fait, elle va lire un article, elle va comprendre que cet article est ça, elle va essayer de comprendre ça, elle va essayer de comprendre les corrélations, etc. Et t'as Ultron de Avengers. Avant d'aller dans les trucs dystopiques comme ça, juste simplement une IA qui est capable de maîtriser beaucoup de sujets. Je prends un exemple qui va parler à tout le monde, c'est les assistants vocaux. C'est-à-dire que avoir un assistant vocal qui est vraiment compétent sur énormément de sujets en même temps, en parallèle, on en est loin de ça. Aujourd'hui, les assistants vocaux, ils ont quand même une belle évolution sur quelques années, mais on est encore très loin de Jarvis, quoi. Excellente question. Pourquoi les assistants vocaux, c'est pas bien? Vraie bonne question. Ouais. Une très bonne question. En fait, aujourd'hui, alors il y a eu une hype des chatbots pendant quelques années. Les chatbots, c'est surtout devenu au fur et à mesure du temps des FAQ automatisés, malheureusement, parce qu'en fait, c'est très compliqué de pouvoir nourrir, on va dire, et de comprendre toutes les phrases possibles et toutes les nuances de phrases. Tu vois. Parce que quand tu parles par mots-clés à Google, c'est plutôt, on va pas dire simple, mais ça va. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des modèles comme GPT-3 d'OpenAI qui permettent en fait de comprendre de manière générale beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont entraînés sur ce qu'on appelle des large scale datasets. C'est des datasets plusieurs téras qui coûtent plusieurs millions de dollars à entraîner. Vraiment plusieurs millions de dollars à entraîner. Et eux, ils permettent de faire énormément de choses. Tu vois, les modèles GPT-3. Par contre, on assiste à un gap technologique entre les géants de la tech qui sont capables de se payer plusieurs millions de dollars des trucs comme ça, tu vois. Et genre les petites entreprises, on va dire, de France, etc., qui vont entraîner des trucs en utilisant des bibliothèques comme NLTK, Spacey, des trucs où tu peux jouer, Scikit-learn, TensorFlow, etc. Je donne des noms de librairies au cas où vous voulez aller voir. Mais voilà, là par exemple, tu vois, GPT-3, en fait, tu lui donnes des choses et tu lui dis par exemple bonjour ça va, il va te répondre bonjour ça va parce qu'il va comprendre que c'est une question, il va comprendre que tu vas avoir un dialogue avec lui, il va comprendre ça, etc. Alors qu'il n'a pas été programmé. En fait, il leur donne un contexte. En fait, pas forcément. En fait, c'est lui qui va trouver le contexte. Ça veut dire que tu peux lui donner une phrase. Par exemple, tu lui dis on est sur underscore chez Micode, tu vois. Et ben en fait, tu lui dis pas on est sur et tu lui dis chez Micode, il va comprendre que Micode est relié à underscore et donc le chez c'est forcément underscore, donc il va compléter underscore. Ok. Après, il va penser que underscore, c'est le nom de ton pote. Exactement. Non, mais en fait, si on regarde un peu l'état de l'art, très rapidement pour répondre à ta question, c'est l'état de l'art aujourd'hui, il y a un très gros gap technologique entre ce que font les entreprises
qui essayent de mettre des modèles d'intelligence artificielle, de machine learning, etc. Et ce que font les GAFA, Google, à plus de 90%, c'est une entreprise de machine learning. Tu vois, donc il y a vraiment un gap qui est rattrapable, quoi. Là, tu mentionnais GPT-3 par exemple, c'est un truc qui est privé, c'est-à-dire que c'est que Google qui peut l'utiliser? Non, c'est OpenAI. C'est pas Google. Ah oui, pardon. Ils peuvent ouvrir des API dans un but de recherche, etc. Mais le truc intéressant avec GPT-3, ils ont release des modèles de plus en plus gros. C'est un projet de rappeur, le truc, en fait. Vraiment, c'est incroyable. Ils ont release des petits bouts de petits bouts, parce qu'en fait, ils ont eu peur de ce que les gens allaient en faire. D'accord, donc ils ont voulu vérifier. Quand tu as accès à la private bêta, tu as des warnings partout. Toi, tu m'as dit que tu l'avais? Ouais, je l'ai, ouais. Quand tu as accès à la bêta, en fait, tu as des warnings de partout qui te disent tous les outputs. Faites gaffe à bien les sanitize si vous voulez les sortir. Attends, parle français. Pardon. Si vous voulez bien, faites gaffe à bien enlever tous les trucs horribles qu'ils pourraient dire parce qu'ils savent pas ce qu'il peut dire en fait. Voilà, sur un entendu. En fait, ce qu'ils ne veulent pas aujourd'hui, c'est que GPT-3 sont en situation live de répondre à des clients ou à machin et tout. Parce qu'ils peuvent très bien dire, si je te dis bonjour, comment ça va? Il pourrait très bien me répondre oui, et d'ailleurs je te déteste toi et toute ta famille, j'aimerais vous brûler, d'accord? Mais si tu as Voyage SNCF qui te répond ça fait bizarre, tu vois. Oui, donc ils sont très très frileux sur le fait de sortir justement les trucs. Et donc GPT-3, pour expliquer un petit peu, ça permet de faire quoi en fait? En fait, GPT-3, c'est dans la lignée de ce qu'on appelle des modèles Transformers. En fait, c'est des modèles qui ont été entraînés. Tu vois, Transformers, les trucs là, comment on appelle les voitures? Michael Bay, tout de suite. Je sais plus parler. qui peuvent se transformer en plein de trucs, etc. En fait, c'est le fait de dire, on va donner plein de données. Plein de données à des gens, tu vois, à des modèles. Je personnifie beaucoup. On va donner plein de. T'as un rapport étrange avec les IA quand même. Hein. On va donner plein de données à des IA et en fait, on va les laisser faire leur tambouille. On va les laisser trouver ce qu'ils veulent trouver. Typiquement, quand tu voulais entraîner un modèle de génération de texte, t'entraînais un truc qui faisait de la génération de texte. Quand tu voulais entraîner un truc qui faisait de la traduction, t'entraînais un truc qui faisait de la traduction. Si tu voulais entraîner un truc qui va détecter un sujet, t'entraînais un truc qui va détecter un sujet. Là, tu lui donnes tellement de trucs que c'est lui qui va détecter et en fait, après, il le benchmark avec des tasks spécifiques. Et ils voient qu'il est capable de faire ça. Et même dans GPT-2, pour avoir lu celui qui était avant GPT-3, et ben en fait, ils ont découvert qu'ils pouvaient traduire, ils ne savaient pas que c'était possible, qu'ils pouvaient traduire des phrases en français de l'anglais, parce que les fils Reddit dans lesquels ils sont allés récupérer, il y avait des trucs français. Ils ont découvert ça sur leur propre... Il avait appris à parler français. Il avait appris à parler français. Incroyable. C'est flippant. Alors que eux, pour l'instant, c'était que de l'anglais. C'était que de l'anglais pour eux dans leur On tête. dirait comment s'appelle le film Transcendance? Vous avez vu ça? C'est avec Johnny Depp, ça parle un petit peu de ces thématiques-là. C'est vraiment sympa, mais il y a ce phénomène-là aussi c'est le mythe de l'IA qui apprend à apprendre et qui du coup devient après moi je lutte beaucoup contre la hype vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, la hype vis-à-vis de l'intelligence artificielle, parfois, surtout en entreprise, ça nous déglingue, quoi. C'est-à-dire qu'on tombe parfois avec des gens qui ont des attentes hyper exagérées, qui pensent qu'on peut leur faire plein de trucs, qui mettent pas forcément en face le budget. Du coup, en fait, c'est une horreur parfois en entreprise. C'est bien pour l'idéation, etc. Tu vois, moi, par exemple, sur Twitter, j'ai mis le dernier message que j'ai mis un truc de robot, tu vois, genre ce que tu mets à chaque fois quand tu parles d'IA, tu sais, le robot un peu humanoïde et tout, qui fait des trucs. Et j'ai dit, si jamais un jour vous me voyez mettre ce type d'image en parlant d'intelligence artificielle, vous pouvez me unfollow, quoi. C'est-à-dire, ok. Oui, j'y vois énormément de blagues sur GPT-3. Depuis tout à l'heure, je me retiens pour faire une blague par rapport à la ville de Troyes et au fait que tu l'aurais cassé ou envahi. D'accord. Oui, non. C'est... Oh non. Écoute, ça me fait plaisir. Écoute, c'est de moins haut niveau. Voilà, je t'avoue sur le chat. Oui, mais c'est plus recherché. Voilà, toi tu es restes dans la décence et ça c'est beau. Je peux te faire rebondir sur une vraie question par rapport à exactement ce que tu viens de dire. Du coup, toi tu crois pas au futur dystopique dans 10 ans comme dans le film Her, quoi? Non. Avec une grosse IA master node à qui on demande tout dans la vie, quoi. Non, moi j'y crois pas du tout parce qu'en fait on en est encore très loin aujourd'hui. Ça paraît très proche d'un point de vue externe. En fait, ça paraît très proche pour des géants de la tech qui font un peu de beurre aussi sur les marketing, sur les articles qu'on voit. C'est aussi pour avoir encore plus de sous, quoi, logiquement, tu vois. Donc oui, ça paraît très loin. En tout cas, ça paraît très proche pour certains aspects marketing quand on en parle. Mais en tout cas, dans les entreprises, aujourd'hui, on en est extrêmement loin. Après, moi, je te dis la vérité. Moi, je rêve d'une IA à la Matrix, quoi. Ouais. Je rêve qu'on réussisse à faire ça. Parce qu'en fait, juste pour voir, en fait. Ouais, c'est ça. Ça voudra dire qu'on aura atteint un truc incroyable, quoi. Tu vois, c'est-à-dire avec des Google Glass, un truc de ML, tu peux dire
transporte-moi à Venise. Non, mais je sais pas. Venise non, mais je sais pas, tu vois, en tant qu'ingénieur dans ça, ingénieur en IA, genre, je kifferais, je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu comme c'est même, si je vais faire un enfant, quoi. Tu vois je vais construire un truc qui va réfléchir. Est-ce que, voilà, après, c'est trop philosophique, mais est-ce que t'as pas un truc malsain aussi de se prendre pour Dieu? Je sais pas. Ouais, mais... si. Est-ce que t'es pas malsain comme mec? C'est la question. Bonne ambiance sur Underscore. Waouh. Il y a un truc, je pense, qui est lié à cette problématique-là et au fait qu'il y a énormément de mythes et d'a priori sur l'IA. C'est le fait que beaucoup de gens disent que c'est une black box. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un peu vrai? Qu'est-ce que les gens entendent par black box aussi? Ouais, alors, j'ai travaillé pour beaucoup d'entreprises en faisant de l'IA, etc. Je travaille avec beaucoup de personnes qui parlent d'IA, etc. Très souvent, malheureusement, ce que je vois, c'est que les gens qui disent que c'est une black box ne connaissent pas vraiment comment ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est un raccourci facile. Quand tu sais pas expliquer un truc, tu dis mais c'est inexplicable par personne en fait. Ouais. Tu vois, mais en fait ce qu'on a vu black box, ça veut dire qu'on comprend pas ce qui s'y passe en fait. Exactement. Ça veut dire qu'on sait pas ce qui s'y passe, on lui donne un truc, on sait pas ce qui s'y passe. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, tu es capable de voir les filtres, etc. Et c'est pour ça qu'il y a un gros sujet trending en intelligence artificielle qui s'appelle le XAI. D'accord, un peu comme si tu dis rayon X sur les AI, c'est ce qu'on dit l'explainable artificial intelligence, l'intelligence artificielle explicable. D'accord. C'est-à-dire pouvoir en fait venir plugger des choses dans des modèles pour pouvoir suivre en fait comment le modèle apprend. Quand il te dit par exemple quelque chose, pourquoi est-ce qu'il dit ça? L'exemple très simple, c'est par exemple tu as des modèles aujourd'hui pour savoir si tu peux avoir un crédit à la banque. Et ben en fait le banquier il va checker, il va avoir un truc de machine learning qui va lui dire il peut pas. Et en fait, il n'y a rien de pire que de dire désolé, tu peux pas. Pourquoi? C'est la machine, je sais pas. Ça, c'est horrible. C'est flippant. C'est horrible. Mais c'est comme ça que. Ça, c'est actuellement en production, ça. Ça, c'est en production, mais du coup, eux, ils ont mis des trucs d'explainable artificial intelligence qui disent vous pouvez pas parce que vous avez pas ça, vous avez pas ça. Ah oui, et ils te montrent le cheminement. Et ils expliquent le cheminement, exactement. Mais c'est pas forcément, entre guillemets, naturel. C'est-à-dire que si on l'avait pas jusqu'à maintenant, c'est parce que c'est compliqué pour arriver à faire ça. Ouais. Parce que du coup, à l'origine, le fonctionnement, si on revient à nos histoires de réseaux de neurones, etc., le principe même de l'apprentissage fait que c'est pas intuitif, quoi. Tu regardes un modèle de machine learning, c'est pas comme un programme informatique où tu peux regarder ligne après ligne ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il faut une bonne connaissance en mathématiques pour faire de l'intelligence artificielle, et ça, il faut pas se mentir. C'est-à-dire que il faut quand même une bonne connaissance en mathématiques. Donc tous les gens qui disent que c'est une black box, c'est des grosses quiches. Non, pas forcément, un peu. On insulte tout le monde ce soir. On passe à qui? Non, mais c'est juste qu'il y a quand même un bon background mathématique à avoir, plus ou moins. Moi, après en terminale, en stats et en proba, j'étais nul, tu vois. Genre, j'étais vraiment nul en stats et en proba. Ouais. Aujourd'hui, je fais des stats et des probas toute la journée, tu vois. Donc c'est pas impossible. Après, le truc un peu rigolo, c'est qu'on a utilisé l'intelligence artificielle pour dire, en fait, on veut pas savoir les règles, on veut un truc qui marche, tu vois. Et maintenant, en fait, on dit, on veut un truc qui marche, mais on veut quand même savoir les règles. Et ça, c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'XAI qui apparaît. Tant mieux, remarque. Ouais, et après, on va revenir à, mais en fait, ça prend trop de temps d'expliquer. On veut un truc qui marche et on va boucler comme ça pendant. Plus de budget, ok.